Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler Vendée Globe, débrief de la 66e journée de compétition. On reviendra bien entendu sur Johan Richomme et son arrivée. On parlera des dernières heures de course. Il va rester quand même encore un peu plus de 24 heures, une trentaine d'heures je dirais pour Sébastien Simon. Encore en mer, et puis on parlera de la bagarre derrière qui augmente en intensité, notamment pour la 11e place où le trio Dutreux et ses drôles de dames, c'est-à-dire Samantha Davis et Clarisse Kremer, sont en ce moment en belle bagarre. Et puis on parlera également de la météo pour les groupes de derrière. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je sais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment de la vidéo d'Ineos, du biathlon, du Dakar, encore sur les dernières heures. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. En fait, alors je sais pas trop comment ça se passe, parce que je ne l'ai jamais pratiqué par moi-même, mais en gros vous faites un commentaire, et normalement vous devez avoir un choix pour pouvoir faire un super thanks. C'est la solution, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Ça m'embêtait en fait d'ouvrir une cagnotte, j'aime pas en plus tout coup des cagnottes et des trucs comme ça, c'est un truc que je déteste. Je dis là, ça oblige à personne à donner de l'argent. Si vous avez envie, vous n'avez pas envie, vous pouvez donner la somme que vous voulez. Je crois que ça commence à 1 euro, et si vous avez envie de donner 2 euros, 3 euros, 4 euros, vous avez envie. Moi, ensuite, ça arrive en fait sur l'argent que me redonne YouTube, pour être complètement transparent. Et voilà, donc c'est la solution la plus simple que j'ai trouvée. Eh bien, on commence tout de suite avec cette vidéo et Sébastien Simon qui est 3e, et surtout l'arrivée aujourd'hui de Johan Richomme. Johan Richomme qui est arrivé ce matin, il y avait 22 heures d'écart avec Charlie Dalin. Parce qu'en fait, il est arrivé une petite heure plus tôt, il est arrivé lui de nuit, Johan Richomme, et puis il a remonté le chenal en tout début de matinée, vers 8h, 8h30, du côté de Johan Richomme, avec une grosse ambiance. Bon, c'est toujours le cas au Sable d'Olonja, qui est quand même peu de concurrents qui remontent le chenal un petit peu dans l'indifférence générale. Ça arrive quand même très rarement. Et là, ouais, un Johan Richomme qui était content d'arriver. Mais c'est extraordinaire, c'est qu'il paraissait extrêmement frais par rapport à Charlie Dalin. C'est-à-dire on sent quand même que Charlie Dalin, sur les dernières heures, ça a été dur, il y avait du stress, il y avait de la tension. Alors que Johan Richomme, il y avait peut-être moins cette tension-là, surtout quand Charlie Dalin est arrivé et où il a compris que, grosso modo, il n'y avait plus que la 2e place à aller chercher. Mais c'est vrai que Johan Richomme est apparu très frais à l'arrivée. Alors je l'avais déjà vu il y a 2-3 jours quand il faisait sa dernière vidéo pour Ouest France, où c'est vrai qu'il me paraissait frais. Mais c'est vrai que Charlie Dalin, bon là hier il paraissait fatigué, il y avait un autre moment dans l'Indien, à la sortie de l'Indien, quand il passe le Cap Lewin aussi, où tu sens qu'il est un peu marqué physiquement. C'est vrai que Johan Richomme, t'as l'impression qu'il a passé ce Vendée Globe, j'irais pas frais comme un gardon, mais pas loin. Et le bateau aussi, il disait, est très frais, grosso modo. Lui disait en interview qu'il y avait une 10 heures de bricolage sur le Vendée, en gros. Ce qu'il a fait, c'est ce qui lui a permis de passer plus de temps en stratégie et pour avancer. Et surtout, il disait que le bateau peut quasiment repartir. Il n'y a quasiment pas de gros trucs qu'on pétait, à part sa voile. Et il disait en plus, la voile, c'est une erreur de manœuvre de sa part. Donc c'est pas en plus dû à un problème de fiabilité du bateau. Donc c'est vrai qu'il était très content de ce bateau. Et il était très content de son équipe, qu'il a énormément salué du côté de Johan Richomme. On va pas refaire le match, parce qu'on l'a déjà fait hier, le match entre Charlie Dalin et Johan Richomme. Pour moi, c'est l'Atlantique Sud. Quand Dalin reprend les alizés, il y a aussi eu cette erreur stratégique, oui, à la fin, après coup, on peut dire que c'est une erreur stratégique dans l'Indien, où il est sur la même trajectoire que Sébastien Simon et que Charlie Dalin, et lui, il décide d'aller plus nord, mais en même temps, il ne le sentait pas. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'aller dans une grosse tempête quand tu le sens pas. Moi, je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution, à part casser du matériel. Et en plus, être énervé parce que tu as cassé du matériel après coup. Je suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle.
Mais Johan Richaud, moi, bon, je vous avais dit, c'était mon favori, moi, personnel, de ce Vendée Globe, parce que Charlie Dalin, j'avais des doutes par rapport à sa blessure d'il y a 2 ans, et le fait qu'en fait, il avait pas autant navigué qu'il le souhaitait, je pense, en course. Et au final, moi, pourquoi j'avais mis Richomme? Parce que sur le retour à la basse l'an dernier, il fait une super course. Où il met une mine à tout le monde. Qu'en classe 40, il mettait des mines à tout le monde aussi. Faut se rappeler de ses dernières courses en classe 40, il prenait vraiment l'avantage. Et je disais surtout, même si c'est un débutant au Vendée Globe, parce que c'est un bisu, malgré tout, c'est quand même un mec qui a de l'expérience en voile. Et puis, je pense qu'il avait bien préparé son affaire aussi. C'est vrai qu'il y a un point commun entre Charlie Dalin et Johan Richomme. Ils ont fait une course en solitaire avec Yann Eliès. Et tu t'aperçois quand même que faire une course en solitaire et avoir Yann Eliès dans son entourage, c'est très intéressant pour t'aider. Pour t'aider à concevoir un bateau, mais pour t'aider à appréhender la difficulté qu'est un Vendée Globe. Et je pense que ça a été une force pour Richomme. Et surtout, la force de Richomme, c'est de ne pas vouloir à tout prix le Vendée Globe. Richomme, je pense, il y a 4 ans, il pouvait déjà faire un Vendée Globe. Sauf qu'il l'aurait fait dans des conditions où il aurait peut-être pas eu un gros sponsor autour de lui. Il l'aurait fait peut-être sur un bateau à dérive droite, avec une préparation peut-être peu compliquée. Lui, il a voulu faire le Vendée Globe avec des moyens, avec l'appui d'un gros sponsor. C'est pour ça que pendant des années, il n'a pas fait le Vendée Globe, parce qu'il le disait très clairement. Moi, je veux le faire dans des conditions nickel, quoi. Je veux pas le faire à l'arrache. Peut-être qu'il en avait parlé à Charlie Dalin et qu'il avait parlé à d'autres navigateurs qui avaient fait le Vendée Globe. Et lui, il voulait le faire avec une approche professionnelle, mais avec quand même sa patte derrière. C'est-à-dire qu'il voulait pas, je pense, être avalé par un sponsor et grosso modo qu'il soit pas vraiment maître du bateau, de plein de choses. Lui, il voulait être maître quand même de beaucoup de choses. Donc, il a fallu trouver sponsor. Ça n'a pas été facile, ça a demandé du temps. Et puis, Arkea Paprec, ils avaient besoin d'un concurrent de qualité. Il venait de virer en fait Sébastien Simon. Hein. Il a remplacé Sébastien Simon dans l'idée. Parce que Sébastien Simon avait cassé beaucoup de matériel et eux ils voulaient peut-être un bateau plus fiable, un skipper plus fiable. Et il y en avait un de disponible, c'était Johan Richaud, mais encore une fois, vu ses performances en classe 40, ça faisait partie des mecs qu'on attendait en IMOCA, et on se disait, mais quand il va arriver en IMOCA? Il arrive même tard, Johan Richaud en IMOCA, alors que il avait le talent, et il l'avait démontré le talent et son talent auparavant. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur la course de Johan Richomme? On voit quand même sur ce Vendée, donc comme je disais, que c'est pas un bisu. Premièrement parce que le bateau a été bien conçu. Il voulait un bateau, je pense, fiable. Il voulait un bateau qui lui ressemble aussi. C'est-à-dire qu'il voulait pouvoir observer la mer avec beaucoup de facilité et pas avoir une plaque noire complètement devant lui, une cloison complètement devant lui. Et ça, je pense que c'était vraiment son envie. J'avais dit aussi qu'il s'était pour moi beaucoup inspiré de Sodebo et de Thomas Coville dans la conception de son bateau, dans cette idée de cockpit à sec. On voit qu'au final, il n'a quasiment pas eu de problème technique, donc c'est quelque chose d'efficace. Et notamment, il n'a pas eu de problème électronique, ce qu'ont pu avoir d'autres concurrents. Lui, il n'en a pas eu. L'électronique, elle est celle à bord. Donc ça montre aussi que cette zone sèche a beaucoup aidé. Et puis, il a surtout bien préparé son affaire. Pour un débutant, je pense qu'il a bien écouté ce qu'avaient fait les autres et il n'a pas fait les erreurs qu'avaient pu faire d'autres concurrents. Pourquoi il arrive frais? Parce qu'il arrive frais aussi mentalement. Il n'y a jamais eu vraiment de moment de difficulté, tu as l'impression, dans son Vendée Globe. Il s'est jamais énervé. En termes de médias, en termes de communication, il fait quand même presque un Vendée Globe parfait pour les médias, parce que c'est vrai que c'est un bon client. Au final, Johan Richaud, c'est presque même un meilleur client que Charlie Dalin, dans l'idée. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y avait beaucoup de monde, parce que c'est un bon client.
Mais en même temps, il n'a pas négligé la performance, il n'a pas négligé la préparation mentale, même la nourriture. Avant le Vendée Globe, j'avais vu un reportage où il avait beaucoup parlé. Et en fait, il a de la nourriture faite par un grand chef, Johan Richaud, parce qu'il avait vu qu'en gros, c'était quelque chose d'hyper important. Il ne fallait pas négliger l'aspect nourriture. Mais ça, c'est parce que il l'a appris de d'autres concurrents et je pense qu'il s'est beaucoup servi des expériences des autres. Johan Richaud. Pour moi, la seule erreur, c'est qu'il finit fort le Pacifique et donc il a du mal à repartir sur la remontée de l'Atlantique Sud, où je pense qu'il y a un moment quand Dalin part, pour moi, c'est peut-être aussi un petit manque de lucidité à ce moment-là. Mais bon, c'est la seule petite erreur, c'est pas une grosse erreur, et c'est parce qu'il est tombé quand même sur une machine en face. Parce que en gros, il bat le record aussi, hein. Il détruit aussi le record avec Arkea. Voilà, il a fait une erreur. Je sais pas si c'est la seule grosse erreur. Il y a cette erreur stratégique. Peut-être qu'il s'est trop fié aux fichiers météo dans l'Indien et qu'il faut aussi avoir, enfin voilà, sentir un petit peu les choses et pas seulement se baser sur les fichiers météo. Mais en gros, il fait quand même un super Vendée Globe avec très peu d'erreurs, Richomme. Et encore une fois, c'est un premier Vendée Globe. Donc non, bravo. Bravo parce que je suis pas sûr que Charlie Dalin, il y a 4 ans, avait été aussi clinique pour un premier Vendée Globe. Et voilà, Richomme, il a été clinique. Mais encore une fois, parce que comme je vous ai dit, son approche, même dans la conception même de son bateau, dans la réflexion qu'il a eue avant d'aller sur le Vendée Globe, encore une fois, il voulait pas y aller à n'importe quel prix. Juste parce que je suis un navigateur et que si t'as pas fait le Vendée Globe, c'est un peu comme un cycliste qui fait pas le Tour de France et qui est français. Non, il voulait pas le faire à n'importe quel prix. Et bah, il a montré que des fois, il faut savoir attendre. Oui, vous avez des cas comme François Gabard qui arrive, ou Thomas Ruyant qui est arrivé jeune, ou une Violette d'Orange qui fait son premier Vendée Globe à 23. Mais des fois, il faut savoir prendre son temps et attendre avant d'avoir la bonne opportunité et continuer à faire ses classes. Et Johan Richomme a bien fait ses classes en classe 40, en Figaro, auparavant. Voilà, bah, je crois qu'on a assez bien rendu hommage à Johan Richomme. On fait pareil avec Sébastien Simon derrière, je trouve hallucinant. Là, en ce moment, il remonte il est au niveau de la pointe bretonne. Je pensais qu'il aurait peut-être la possibilité de descendre un petit peu plus bas, mais en fait, quasiment pas, parce que le vent est toujours aussi faible dans le golfe de Gascogne. Donc, il a décidé d'emprunter la même stratégie. Regardez quand même les vitesses. 470 000 en ce moment, Sébastien Simon. Et bah, il va plus vite que Charlie Dalin et Johan Richomme à cet instant-là de la course. À ce moment-là, quand ils arrivent sur la Bretagne, ils vont une chouille moins vite. Ils vont plutôt aux alentours de 420-430 000. Non, c'est hallucinant la vitesse qu'a Sébastien Simon avec encore une fois un bateau qui a été quand même bien amoché dans l'affaire. Bravo Sébastien Simon, je lui dis déjà bravo avec un petit peu d'avance, mais on reviendra sur sa course. Parce que c'est Sébastien Simon, c'est aussi c'est un concurrent qui a une belle histoire derrière. C'est vrai que, encore une fois, il était avec Arkea, il se fait virer parce que il y a trop de cases de matériel. Il arrive à remonter un projet avec cet appel du patron de groupe Dubreuil qui décide de monter un projet Vendée Globe. Il trouve le bon bateau, enfin il trouve voilà, le bateau neuf performant. Lui, il a en fait pris un bateau de 11th Hour, un des deux bateaux qui avait fait la Ocean Race, mais qui étaient des bateaux neufs. Et puis on voit que ça marche tout de suite d'entrée avec ce bateau-là et que il a eu encore des soucis, je me souviens, sur la course retour à la base où il a beaucoup de problèmes et il s'est fait vraiment mal, en plus au niveau des cervicales. Mais il a toujours réussi à repartir. On savait qu'il y avait la vitesse. Il a réussi à avoir la capacité à tenir jusqu'au bout. Et non, bravo, Sébastien Simon. Belle troisième place, hein. Et puis, je dirais qu'il le mérite parce que lui aussi, il y a une histoire compliquée avec le Vendée Globe quand même, hein, du côté de Sébastien Simon. Et par rapport au précédent Vendée Globe, où encore une fois, avec son bateau, il n'y avait jamais rien qui marchait au niveau des foils. Quatrième pour le moment,
Là, on va suivre la grosse bagarre. Alors, toujours dans des situations d'alizé d'Atlantique Nord, du côté de ce groupe-là, si on suit l'évolution dans les prochaines heures, ça reste des alizés qui sont pas aussi belles que ce qu'ont eu les mecs de devant. Il faut bien le dire, hein, si on regarde dans les 2 prochains jours, ça va être plutôt mieux vendredi, je pense. Vendredi, ça sera pas mal, hein, vous voyez, il y aura pas mal de vent. Ensuite, ils vont buter dans cette zone-là qui, pas de chance pour eux, est assez étendue. Donc ça doit être dans 2 jours. Je pense qu'ils ont encore 2 jours, 2 jours et demi. Et vous voyez que... Merde, hop, que le vent, et voilà, ça va pas être idéal. Donc je pense qu'il faut qu'ils restent sur leur trajectoire, parce qu'on voit que ça a plutôt tendance à se décaler entre 48 et 57 heures. Et je dirais qu'il y aura un point de passage, mais il ne faudra pas le rater. Ça va rester une grande bagarre, parce que là, dans les 2-3 prochains jours, ça va être compliqué de faire des écarts entre Jérémy Bayou et Goodchild. Mais on voit que Bayou arrive à aller un petit peu plus vite, 20 000 plus vite sur les 24 dernières heures. Donc, ce qui permet d'avoir 18 000 d'avance, mais ça reste quand même une avance infime pour Bayou et Sam Goodchild. Biotherm, on avait parlé hier d'un problème du côté de Biotherm, on n'avait pas énormément d'informations du côté de Biotherm. En fait, c'est... Alors, j'ai noté le nom de la pièce parce que c'est une pièce... Il explique très bien dans sa vidéo, si vous voulez avoir plus d'informations, regardez sa vidéo. Donc en fait, c'est pas totalement l'été de J2, donc d'autres concurrents ont eu ce problème-là, c'est l'émérillon, voilà, au niveau du J2. Donc c'est une petite pièce en métal, avec un tour, une sorte de tour en mousse, en caoutchouc, qui permet d'utiliser correctement cette voile. Le J2, encore une fois, c'est une voile en plus, c'est la plus importante du bateau, parce que c'est une voile qui sert également à maintenir le mât correctement. Normalement le mât a été, on va dire, sécurisé dans l'idée où il ne devrait pas démater malgré ce problème de voile. Par contre, ça risque d'être compliqué de pouvoir utiliser le J2 tout de suite, et voire même jusqu'à la fin de course. Donc ça va être un vrai problème. C'est vrai que j'ai oublié de parler aussi, Richaume, il a fait parce que là je suis sur ma fiche des problèmes de la journée, la vidéo est un petit peu plus bordélique que les autres, c'est moins centré désormais, mais Johan Richaume, il a quand même dit qu'au bout de 2 jours de course, il a failli se taper un chalutier. Vous savez, quand ils sont passés à l'intérieur, au niveau du Cap Finistère, j'avais dit, normalement on passe rarement à l'intérieur de la zone interdite, parce que il y a beaucoup de cargo dans ce coin-là, et lui il a failli se prendre un chalutier, voilà, alors qu'il était en train de changer une voile. Donc ouais, ça peut arriver, ce genre de problème. Donc ouais, souci du côté de Biotherm. Donc je pense qu'il va continuer à perdre du temps désormais, même s'il arrive quand même encore à suivre un peu la cadence de Goodchild. Mais ouais, j'ai peur que ça soit plutôt Nicolas Lundven qui puisse revenir sur lui. Il y a une 80 000 à peu près entre les deux, entre Lundven et Paul Meillat, même plutôt 90 000, mais on voit il est allé une chouille plus vite. Après, s'il va 10 000 par jour, ça sera pas suffisant, parce qu'il reste moins de 9 jours de course, hein, très clairement, donc voilà, ça va pas être forcément l'idéal, mais on sait que Lundven a un bateau qui fonctionne pas mal dans des allures avec du vent modeste. C'est là où il a montré quand même une belle efficacité, donc on voit que son objectif c'est d'essayer de cravacher. C'est le cas également de Justine Métro qui allait très vite il y a encore quelques heures. Et puis, ouais, là, je sais pas, il y a une trajectoire un peu différente. J'ai l'impression qu'elle se recale. Peut-être qu'elle était, voilà, par rapport à la zone que je vous ai dit qu'il faut cibler dans 2 jours. Elle était peut-être un peu trop décalée. Elle a fait une manœuvre, mais je pense que ça va lui coûter un peu de temps. Alors qu'elle remontait fort sur tout le monde, là, notamment sur Nicolas Lundven. Hein, vous voyez, il y a 2500 000 et elle revenait vraiment à moins de 100 000 de Nicolas Lundven. Donc avec cette manœuvre, elle va le redistancer, mais peut-être qu'elle a vu quelque chose au niveau des fichiers météo, peut-être qu'il y a un problème technique sur le bateau et qu'on ne le sait pas encore. Vous retrouvez 9 et 10 en ce moment. Pourquoi ils sont derrière Justine Métro? Encore une fois, c'est une question de route idéale. Eux, avec leurs soucis de voile, ils sont obligés de se décaler. Ils font plus une trajectoire classique, encore une fois, de remonter l'Atlantique Nord par rapport aux autres qui essaient d'avoir une route très directe. C'est peut-être parce qu'ils ont vu également des choses au niveau des
des fichiers météo, mais je pense que c'est dû aussi à leur voile perdu, à leurs problèmes techniques, qui sont obligés de faire ça. Ça avance quand même, mais vous voyez que comme il se décale de la route idéale, malgré le fait que Thomas Ruyant ait fait 350 000, bah, il a une VMC à 9.6, alors que la VMC de Jérémy Bayou est 1000 plus vite. Et c'est un peu pareil du côté de Boris Herrmann, qui a une VMC qui est même 2000 inférieure à celle de Thomas Ruyant, donc 3000 inférieure à celle de Jérémy Bayou. Ça veut dire qu'en gros, Jérémy Bayou et le groupe de 3 s'éloignent et qu'eux, bah, ils essayent de garder la cadence, mais que c'est un peu compliqué en ce moment parce que même Justine Métro va plus vite. Derrière, poteau noir. En ce moment, ils sont pas encore totalement sortis du poteau noir. Samantha Davis est dedans. Je trouve qu'elle fait un très beau poteau noir en ce moment, Samantha Davis, parce qu'elle perd vraiment très peu de vitesse. Et derrière, Clarisse Kremer et Benjamin Dutreux, bah, c'est toujours la grosse bagarre, mais je pense que ça va être une bagarre à 3. Parce que Samantha Davis est à 50 000 de Clarisse Kremer, et donc à une soixantaine de mille, 60-70 000 de Dutreux, donc c'est rien du tout. Donc là, on risque quand même d'avoir toujours une bagarre à 3 pour la 11e place, voire mieux. S'il y avait un des concurrents de devant qui avait un gros problème technique et qui ralentissait, mais il y a une grosse bagarre entre les trois, et c'est assez sympa à suivre. Dernier pamplemousse pour Clarisse Kremer, aujourd'hui, donc tristesse. Dernière orange également, il y avait eu la dernière pomme pour Jin Kunshu, dernière orange pour Kojiro Shirashi. Il l'a mangé parce qu'il avançait pas, donc ça l'énervait, donc il a mangé une orange. On poursuit avec le 14e de ce classement, Romain Attanasio, qui avait réussi à passer par un petit trou de souris hier. Bon, il a un peu ralenti depuis, mais comme les autres vont pas beaucoup plus vite, il garde son avance, hein, grosso modo, parce que tout le monde est un peu bloqué et que ceux qui prennent la voie S, pour l'instant, c'est pas hyper efficace, comme on peut le voir. Romain Attanasio qui a une bonne nouvelle, il a réussi à déhooker son Genneker. Donc en fait, il avait un problème avec cette voile d'avant qui n'arrivait pas à déhooker. Et il s'était dit, putain, c'est une horreur parce que je peux pas faire la remontée du Vendée Globe. Enfin, la remontée, là, je peux pas la faire. Je peux pas finir la course avec cette voile-là déroulée. Donc il l'a roulée et il a essayé de la déhooker alors que la voile était roulée, ce qui normalement ne se fait pas vraiment, on va dire. Et par miracle, la 3e fois, ça a réussi à fonctionner. La première fois, ça n'a pas marché, la deuxième fois, ça a marché, la troisième fois, ça a marché. Alors, elle a dit, ouf, bah voilà, t'as un problème de moins parce qu'il se voyait extrêmement mal, vu qu'encore une fois, il voyait pas vraiment quel était le souci en plus. Il avait du mal à trouver la raison de cette panne du côté de son hook, du côté de Romain Attanasio. Un concurrent en ce moment qui gagne des positions, c'est Benjamin Ferré. Alors, c'est aussi dû à son positionnement plus proche de la route idéale que Jean Le Cam et ses petits camarades. Désormais, c'est de nouveau le premier bateau à dérive droite. C'était pas arrivé depuis au moins une cinquantaine de jours du côté de Benjamin Ferré, qui est revenu et qui en ce moment va vite. Alors, Benjamin Ferré, qui répare, déjà, il essaye de réparer son problème de voile. Il semblerait qu'ils aient trouvé une solution pour, grosso modo, le faire simplement chanter le hook et passer par une nouvelle drisse. Donc ça, c'est ce qu'il est en train de faire. Benjamin Ferré, ça prend du temps. Une drisse, c'est-à-dire une autre corde. Voilà, dans l'idée, une drisse, c'est une corde pour les gens qui ne sont pas marins ou qui ne connaissent pas la voile. Donc en fait, l'idée est au lieu d'utiliser la drisse, enfin la corde qui est à l'intérieur normalement du mât, c'est d'utiliser une autre drisse qui, elle, va être à l'extérieur. Ça va être une petite manœuvre un petit peu technique, mais ça va permettre en fait de chanter le hook qui ne fonctionne plus. Il a réussi à réparer de nouveau son hydrogénérateur. Il avait un petit souci d'hydrogénérateur également, Benjamin Ferré, donc les batteries rechargent de nouveau et ça c'est une bonne nouvelle et ça permet surtout d'économiser du carburant. C'est vrai qu'on n'a pas de nouvelles du côté de Samantha Davis avec le carburant parce que c'était une inquiétude pour Samantha Davis de ce côté-là. Et puis derrière c'est la guerre, encore une fois. La voie S, moi, me semble pas très intéressante pour le moment. Est-ce qu'elle sera dans les prochaines heures sur les fichiers? Non. Mais des fois entre l'affiché et la réalité, c'est pas toujours la même chose.
Et Conrad Coleman revient aussi hein, de l'arrière là en ce moment parce qu'il va un chouille plus vite. Donc c'est vrai qu'il se rapproche forcément, et notamment d'un Jean-Luc Cam. Eux, ils sont quasiment à l'arrêt depuis 2 jours et demi, 3 jours. Athanasio l'avait dit, ça faisait depuis 4-5 jours. Eux, la remontée d'Atlantique Sud, ils commencent à en avoir ras le cul, je pense, hein, vraiment. Donc, P2T et MyCSF sont en train de perdre beaucoup parce qu'ils ont été rattrapés par Tanguy Le Turquet et Benjamin Ferré. Tanguy Le Turquet très fatigué. Alors lui, il va très loin dans le sommeil et je pense qu'il va même trop loin. Ça sera peut-être quelque chose à travailler pour un prochain Vendée Globe ou sur les prochaines courses. C'est le sommeil parce que là, il a dit qu'il a dormi genre 20 minutes dans la journée. Depuis le départ, il est vraiment en dette de sommeil. Déjà au départ hein, de la course, il y avait un moment où il s'était vraiment presque écroulé de fatigue. Là, c'est de nouveau le cas parce qu'il dit, grosso modo, c'est hyper instable. Et je pense que du côté de Tanguy Le Turquet, il faut savoir qu'il faut réussir à lâcher prise pour pouvoir dormir. C'est très compliqué. Sauf que il a du mal à lâcher prise. On le voit dans toutes ses vidéos. Il est toujours hyper attentif, hyper aux aguets, hyper tout. Et je pense que c'est là, enfin, je pense, ce problème de sommeil. Mais c'est vrai que je pense qu'il va trop loin dans la privation de sommeil, donc il fait peut-être des erreurs de lucidité. Alors il est aussi dans une situation qui n'est pas évidente, c'est qu'il a 3 voiles en moins, ou 2 voiles en moins par rapport aux 8, donc c'est vrai qu'il a beaucoup moins de possibilités. Après c'était plutôt des voiles de tempête, mais bon, il le sait qu'il n'est pas dans une situation hyper favorable techniquement au niveau de son bateau. Par contre, on voit que ça va vite. Et puis surtout, il faut se méfier de Lazare, parce que lorsqu'il avait fait retour à la base, il avait été bon, et il n'avait pas été loin de Benjamin Ferré. Donc c'est-à-dire que même avec un bateau qui est plus âgé, hein, parce que c'est 2 bateaux à dérive droite, mais le bateau de Lazare est plus âgé que Monoyeur. Monoyeur, c'est l'ancien massif de Gabard, vainqueur en 2012-2013. Eh bien, il va falloir quand même faire attention à Tanguy Le Turquet qui arrive encore à tenir des bonnes vitesses alors qu'il est plutôt dans des situations qui sont une chouille moins favorables. Derrière, Guirec Soudé qui retrouve du vent et qui avance et qui est parti plein est. Donc on va voir comment ça va se passer pour lui. Violette d'Orange et Arnaud Boissière arrêté. Violette, elle est sur une voie centrale. Donc peut-être qu'elle essaye de voir si la dépression va se décaler dans les heures à venir. Donc elle va récupérer peut-être un petit peu de vent. La porte va peut-être s'ouvrir. La porte devrait s'ouvrir également pour Marseille, pour Kojiro aussi. Donc qui devrait récupérer un petit peu de temps. C'est très compliqué pour Louis Duc. En ce moment, qui s'est fait manger par l'anticyclone complet, donc il se retrouve un petit peu à l'arrêt. C'est dommage du côté de Louis Duc parce qu'il était bien positionné jusqu'à maintenant et Violette va peut-être regagner des positions avec Devenir, qui je rappelle est l'ancien bateau de Jean-Luc Cam, l'ancien Hubert. Derrière, Oliver R qui était très content de passer le Cap Horn. Je pense que Antoine Cornic aussi, mais Oliver R était très content parce qu'il disait que depuis qu'il faisait de l'optimiste, c'était un peu son but dans la vie, c'est d'aller passer ce Cap Horn et qu'il était très content d'enfin le passer. Je suis passé un petit peu vite sur Violette d'Orange. Réparation de nouveau de colonne pour Violette d'Orange. Elle a un vrai problème avec sa colonne depuis... sa colonne en fait déraille, a tendance à dérailler, donc elle va tenter d'enlever des maillons sur la chaîne, parce que je rappelle que c'est comme un vélo, hein, ça marche de la même principe qu'un vélo, on va dire, que le pédalier dérailleur. Donc elle va essayer de réduire la chaîne pour voir si c'est pas un problème de tension, c'est-à-dire que la chaîne n'est pas assez tendue. Donc en enlevant deux maillons de chaîne, la chaîne va être plus tendue et peut-être c'est ce qui va permettre d'éviter de dérailler avec sa colonne, parce qu'avec une chaîne qui sera plus tendue, il y aura moins de mou, donc la chaîne va avoir moins tendance à sortir du pignon. Voilà, pour expliquer un petit peu. Donc ça va être son objectif du côté de Violette d'Orange. Et puis il va falloir monter au mât, mais elle attendait encore un petit peu d'être dans des zones encore plus calmes pour monter au mât, parce que elle l'a jamais fait et je pense qu'il y a une grosse appréhension pour elle. Et puis Antoine Cornic, donc derrière, ça avance bien pour Antoine Cornic, c'est presque ses meilleures moyennes depuis l'Indien.
avec 333 000. Et puis derrière, vous voyez Jin Kunxiu toujours derrière lui, le chinois. Et puis derrière, eh bien, on essaye d'avancer avec Manuel Cousin et Amedeo, les duettistes. Avec un Manuel Cousin qui va encore une chouille plus vite que Amedeo. Il y a 20 000 d'écart, ce qui fait que l'écart s'agrandit à une quarantaine de mille, soixantaine de mille d'écart. Et puis Denise Van Winberg, eh bien, qui reste derrière en embuscade et qui ferme pour le moment la marche, mais qui a passé le point Nemo. Denise Van Winberg, donc il se rapproche désormais du Cap Horn. Peut-être une semaine encore, dizaine de jours, peut-être une semaine pour avant d'atteindre le Cap Horn pour le Belge. Je rappelle la date limite pour terminer cette épreuve, c'est le 7 mars. Et pour l'instant, il a 5 jours d'avance par rapport à cette date-là. On regarde les statistiques sur les 24 dernières heures du côté de la course et pour l'instant Sébastien Simon qui est en tête des 1000 parcourus sur les 24 dernières heures devant Samantha Davis, Benjamin Dutreux et Clarisse Kremer. Samantha Davis a fait 100 km de mieux que Clarisse Kremer, donc c'est pour ça que ça se resserre. Derrière, on trouve Thomas Ruyen et Boris Herrmann qui ont certes fait 5 et 6 au niveau des 1000 parcourus sur les 24 dernières heures. Le problème, c'est que comme ils s'éloignent de la route idéale, ça les avance pas trop dans le schmilblick. Et oui, j'ai moins de 40 ans et je connais quand même le schmilblick. Je suis un vieux. C'est pour Sébastien Marseille. Antoine Cornic, lui, est derrière. Meilleur bateau à dérive droite aujourd'hui du côté d'Antoine Cornic, devant Jérémy Bayou, Nicolas Luneven et Justine Métro, qui allait encore à quasiment 400 000 il y a quelques heures du côté de Justine Métro. À 11 h, elle était à quasiment 400 000 de parcouru. Derrière, Denise Van Winberg, donc il est à 16 000 km de l'arrivée. Voilà, on va parler comme ça. Et puis les prochaines arrivées. Donc Sébastien Simon, si ça n'a pas changé, ça sera le 17 janvier, c'est-à-dire vendredi entre 6 h et 13 h. Jérémy Bayou et Sam Goucha sont attendus le 24 janvier, ce qui nous donnerait donc 10 jours, donc quasiment sur le temps de l'ancien record. 24 janvier, ça nous donnerait donc pas vendredi de cette semaine, vendredi de la semaine d'après. Une arrivée pour samedi de Paul Meillat, Boris Herrmann et Benjamin Dutreux jusqu'à Clarisse Kremer, ça serait le lundi 27 janvier. Et Romain Athanasio vers le 31 janvier, alors que du côté du groupe de Damien Seguin à Conrad Coleman, ça serait entre le 3 et le 5 février. De Guirec Soudet à Violette d'Orange entre le 6 et le 8. À partir du 15 février pour Oliver R, Antoine Cornic et Jin Kunxiu. Entre le 27 février et le 2 mars pour le groupe Amedeo, Denise Van Winberg. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!